messieurs, dames. Alors, dans cette nouvelle capsule, la 6e, on va parler des niveaux d'existence dans l'univers. Alors, Jean-Paul, tu m'as parlé de niveau organique, semi-éthérique et des consciences merkabiques et leur évolution durant ces millions d'années de mutation. Alors, commençons par l'organique. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, les Merkabah qui sont constitués de hak, de forces vives, donc c'est pas de l'éther comme les gens veulent le penser. Les Merkabah, le début de leur construction est biologique, c'est-à-dire qu'elle crée une entité organique. Voilà comment ça démarre sur n'importe quel système habité de l'univers. La Merkabah va créer un être organique. Cet être organique, petit à petit, le but, ne me demande pas pourquoi, on en a parlé déjà la dernière fois, je l'ignore, je ne suis pas dans les plans de Dieu, moi je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ce que je sais, c'est que cet être organique qui est créé dans n'importe quel système habité, la lignée des réincarnations, petit à petit, au cours de dizaines, voire de centaines de milliers d'années, l'être va devenir semi-éthérique, petit à petit. Alors semi-éthérique, ça veut dire déjà que son véhicule céleste, sa Merkabah, sera visible à ses yeux 24 heures sur 24. Il va voir son véhicule céleste évoluer autour de lui. Ils vont avoir un autre type de communication entre eux. Donc les humains qui vont nous suivre, nous succéder, seront semi-éthériques, d'ici plusieurs dizaines de milliers d'années. Ah, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non. Par contre, le processus s'est auto-amorcé au XXe siècle. On est en cours de mutation vers le semi-éthérique. Donc petit à petit, qu'est-ce que ça veut dire quand on sera semi-éthérique? Ça veut dire qu'on aura droit à la bilocation. On pourra virtuellement, ces êtres pourront virtuellement être à deux endroits à la fois. Ils pourront être ici comme toi et moi, puis ils pourront être à un autre endroit sur la bilocation. Ensuite, il y aura des flashs intuitifs, ils auront des flashs précognitifs, c'est-à-dire ils entreverront un petit peu l'avenir, quelques jours, quelques semaines, quelques mois à l'avance, c'est des petits flashs comme ça. Ils auront ce qu'on appelle des CD, alors que les humains n'ont pas de CD, n'ont pas de facultés extrasensorielles. Donc ces êtres semi-éthériques, ça ne veut pas dire qu'ils seront insubstantiels, ça ne veut pas dire qu'ils vont traverser les murs, ça veut dire qu'ils auront des fonctions beaucoup plus liées à leur Merkabah, à leur véhicule céleste. Ils auront beaucoup plus de CD. La fin de cette évolution, de ce processus, amènera aux consciences merkabiques. Il y en a déjà dans l'univers. C'est des gens qui sont en fin de processus. La psyché de l'être organique qui avait été créé au tout début fusionne avec la Merkabah. Donc dans l'univers, il y a des véhicules célestes qui sont vides. Il n'y a pas d'entité ni organique ni semi-éthérique. C'est un esprit fusionné carrément avec son véhicule céleste. Ces Merkabahs sont plus grosses, plus rapides, plus flamboyantes. Elles ont accès à l'univers Janus de partout. Elles peuvent aller dans l'Antéversus, dans le bain de Hak. Elles peuvent aller dans n'importe quel monde habité. Elles vont où elles veulent à la vitesse de l'éclair parce qu'elles sont tactioniques. Donc elles ne dépendent pas du mur de la lumière. Il y en a de partout. C'est le dernier stade de l'évolution de tous les êtres de l'univers. On y arrivera, nous aussi un jour, l'humanité, petit à petit, on y arrivera. C'est ce qu'on entend aussi de là. Quoi, que... Ça c'est vrai, c'est une des choses que j'entends un peu sur YouTube, sur... Que la Terre va s'éthériser, tout ça. Non, ça, la Terre... Quand ils disent la Terre, ils veulent parler des habitants. Les habitants, ouais, ça, oui. Ça, en phase supraconsciente, c'est carrément le hack qui devient ton professeur. Comme je l'ai expliqué dans les communions merkabiques, avec des séquences où on te fait voir, tu as des visualisations, tu as des goûts, des odeurs, et puis tu as accès à la connaissance, ce que les gens appellent la connaissance akashique, c'est la connaissance universelle. Tu sais comment ça se passe après dans l'univers. Justement, ils appellent ça les annales akashiques, c'est ça? Oui, les annales akashiques. C'est quoi exactement que les gens sachent un peu bien, enfin de ta bouche? C'est comme une bibliothèque universelle. Tu as accès quand tu es en mode supraconscient, tu as accès à toute la connaissance de l'univers, tu connais toutes les lois fondamentales qui régissent l'univers. Et comme tu peux faire des communions merkabiques avec d'autres êtres supraconscients de n'importe quel monde
habité, tu as accès à une plus vaste connaissance que quand tu es à l'état de veille. Alors ça, c'est un état que connaissent très très bien les yogis, les gens qui font du yoga Patanjali par exemple, ou qui font du tai chi très poussé, ou du Daidan, des exercices de Qigong. Tous les gens qui arrivent à contrôler leur respiration et qui descendent de leur activité cérébrale en dessous de 11 Hz, c'est pas un savoir qui m'est propre, c'est un savoir, le savoir akashique, il est propre à tous les supraconscients de la planète. Donc quand on se rencontre et quand on discute, même sans se connaître, c'est la première fois qu'on se rencontre, on va discuter des mêmes choses, parce qu'on est allé au même endroit. Ok. Oui, et puis tu as parlé aussi des consciences merkabiques. Alors, elles sont composées de Hak, la force vitale, de la source. Et de la psyché de l'être organique qui avait été désigné pour habiter ce Merkaba en tout début de processus. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, elles sont apparues spontanément. Ça, je t'ai dit, je l'ignore. Tu l'ignores. Je ne réponds que aux questions que je connais. Je ne peux pas inventer quelque chose pour faire plaisir aux gens, je l'ignore. Je ne sais pas pourquoi ce processus a été initié. Je ne le sais pas. Ça, on dira Dieu jusqu'à maintenant. C'est ce que je dis, il y a des choses qui sont comme ça et c'est la fluidité, il ne faut pas trop se poser des questions, c'est comme ça. Je te cache pas que j'ai posé la question, on m'a jamais répondu, on m'a jamais dévoilé pourquoi ça a été initié comme ça, je n'en sais rien. Ouais, d'accord. Et si on parle de la création, toi tu dis que le Big Bang n'existe pas, alors la création de l'univers comme ça, tu parlais d'une boucle temporelle, une boucle de nanosecondes. Alors qu'est-ce qu'il y en a, ça c'est vachement intéressant. Une des choses, la curiosité des humains, on est tous passés par là, c'est dans les premières phases supraconscientes, tu te poses des questions basiques, c'est à quoi ressemble l'univers, pourquoi l'univers a été créé. Alors je l'ai expliqué déjà dans la dernière vidéo, puis tu m'as posé des questions complémentaires, c'est comment ça s'est passé et pourquoi l'éternité s'est installée avec un univers. Alors c'est simple, on te l'explique parce que la question celle-là je l'avais posée et on m'y avait répondu. Le Hak est de nature tachyonique, donc il se déplace, il évolue au-delà des 300 000 km/s, le mur de la lumière. Alors c'est simple, si tu le regardes sur un dictionnaire, tachyonique, chez les astrophysiciens ça veut dire dans l'instantanéité. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'instantané au niveau subatomique, par exemple, c'est l'intrication. Il y a un isospinage qui se fait, les spins s'inversent, un spin qui te constitue va instantanément, ça se fait à l'instantanéité, tu vas échanger un isospinage avec un autre être de l'univers qui est séparé de toi de centaines de millions d'années-lumière. Voilà comment ça se passe, l'intrication. Ben c'est pareil, le Hak, la force vive qu'il y a dans l'antéversus, elle est de nature tachyonique. Alors comment elle est devenue tachyonique? Eh ben, elle a créé une petite boucle temporelle dans l'énergie qui a été développée au tout début de l'univers. Donc moi je pense que c'est justement à cause de cette fracture temporelle, ça a créé une énergie monstrueuse, c'est colossal, on ne peut même pas le quantifier. À ce moment-là, une intelligence est apparue. De suite après cet événement, je ne sais pas combien de temps après, une intelligence, c'est-à-dire que le Hak est devenu semi-conscient. Moi je pense que maintenant, à l'heure qu'il est, il est conscient. D'autres disent qu'il est resté encore à l'état semi-conscient. Alors comme il est de nature tachyonique, c'est-à-dire qu'instantanément quand il s'est créé, il a vu le futur. Et il a su comment demeurer éternellement. Il s'est créé au niveau de sa substance, il a créé une petite boucle temporelle d'une nanoseconde, moins d'une nanoseconde, donc moins d'un milliardième de seconde. Et comme les quarks tournent en boucle temporelle, leur énergie est inépuisable. Ils se recréent milliardième de seconde après milliardième de seconde, c'est perpétuel. C'est l'énergie perpétuelle. Alors le Hak, son plus gros pouvoir, à part d'avoir généré une énergie phénoménale en début d'existence, son deuxième pouvoir était le temps. Il maîtrise le temps. Et en maîtrisant le temps, il est devenu éternel. Il est auto-créé. Quand il a compris qu'il développait autant de puissance et quand il a eu accès à l'avenir, il a compris comment il pouvait devenir éternel. Il a fait une petite boucle temporelle d'1 milliardième de seconde dans les quarks.
Maintenant, il subsiste pour l'éternité. Ça s'est passé quand? On ne peut pas le dire. Ouais, donc C'est le peut-être Big Bang, arrivé. c'est du pipeau. Non, le Big Bang n'est jamais arrivé. Alors, je précise qu'il y a 30 astrophysiciens dans le monde qui font partie du MIT, qui font partie de plein d'instituts très sérieux, qui ont remis en question depuis longtemps que le Big Bang est une fausseté. C'est-à-dire par consensus, des gens comme Stephen Hawking, qui était une célébrité, avaient dit voilà, le Big Bang ça s'est passé comme ça. Non, faux. Il y a des astrophysiciens et tous les supraconscients de la planète le diront, le Big Bang n'a jamais existé. Le HAC est éternel. Le réservoir de HAC dans l'antéversus, déjà, il est incommensurable. La taille, tu ne pourrais pas l'imaginer, même si on te l'expliquait, ça dépasserait l'entendement de ton cerveau. Par-dessus ce réservoir de HAC sont greffés des univers. On fait partie de ces univers, il y en a des milliards de milliards de milliards, c'est sans fin. Ils sont tous greffés comme une grappe de raisin autour de ce réservoir de HAC, et ils évoluent comme ça. C'est éternel. Par contre, les univers qui sont créés, eux, ils ont un début et une fin. Le HAC est éternel, mais pas les univers qui sont créés. Tout a une fin dans l'univers, de notre côté de l'univers. Dans l'univers de cause à effet, tout a une fin. Un début, une continuité, une fin. Le HAC, non, est éternel. Il continuera à créer des univers bien après que le nôtre n'existe plus. Ah ouais, c'est carrément une autre théorie. Non, mais je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un comité carrément, tu vas sur Internet, il y a un comité carrément, c'est les 30 plus grands astrophysiciens de la planète qui se sont insurgés contre, surtout depuis que Stephen Hawking est mort, quoi. Stephen Hawking était paralysé. Depuis que ce mec est décédé, ils sont tous montés au créneau, ils ont dit on disait rien tant qu'il était vivant, on ne voulait pas lui faire du tort. Mais non, le Big Bang n'a jamais existé. Jamais. Par exemple, si tu avais Jean-Pierre Petit en face de toi, tu lui dirais ça? Tu lui dirais... Je lui dirais, parce qu'il se pose des questions, je lui dirais effectivement l'univers Janus existe. C'est plutôt un super multivers Janus, parce que des univers, il n'y en a pas qu'un qui est greffé à l'antéversus. Il y en a des milliards. Ça évolue en grappe. C'est ça qu'ils appellent multivers? Multivers, c'est le multivers Janus. Alors il a trouvé pratiquement, on va dire, 80% du théorème. C'est Jean-Pierre Petit, pour moi, c'est un mec intuitivement, avec son intelligence et son intuition, il a trouvé pratiquement comment ça fonctionne l'univers. Par contre, il bute un peu sur la nature du HAC. Il ne sait pas exactement de quoi l'antéversus est créé, est composé, parce que, en fait, notre univers est dépolarisé. Ils marchent tous négatifs, positifs, donc il y a des charges. Dans les quarks, dans les protons, les neutrons, tout est polarisé, alors que quand ça retourne dans l'antéversus, parce que c'est un cycle sans fin, là tout est polarisé, donc la matière a un autre état qui n'est pas connu des astrophysiciens, de maintenant, c'est-à-dire les leptons, les photons et les protons sont fusionnés, ils deviennent une force vive qui n'est pas connue dans notre univers. C'est une substance, une nature qui n'est connue que dans l'antéversus. D'accord. Tu veux savoir comment ça fonctionne? Bien sûr. Alors il y a des échanges d'énergie, il y a les pourvoyeurs, c'est le soleil, toutes les étoiles de l'univers, c'est elles qui diffusent le Kaaba, le HAC dépolarisé. D'ailleurs le mot Kaaba, qui veut dire le Ka c'est l'âme chez les Égyptiens anciens, qui est polarisé négatif, et le Ba qui est l'esprit qui est polarisé positif. En fait ça a donné le mot Kaaba chez les races sémitiques. Donc la Kaaba mécoise, la Kaaba de la mer qui représente un cube, on parle de ça, on parle de l'énergie dépolarisée du HAC. C'est ce qui fait tenir notre univers, c'est-à-dire la bipolarité. Les Chinois disent yin-yang, les Égyptiens anciens disaient Kaaba. Donc ils en ont fait, en époque pré-islamique, ils en ont fait la Kaaba cubique. Alors qui c'est qui retraite cette énergie dépolarisée? C'est les trous noirs. C'est-à-dire les soleils diffusent le Kaaba, le HAC dépolarisé, et les trous noirs sont là pour le réabsorber. Ils réabsorbent les leptons, les protons, donc ce qui constitue tous les atomes, ils réabsorbent aussi les photons. Il n'y a pas de lumière dans le périmètre qui entoure les trous noirs. Par contre, les trous noirs ne sont pas noirs, comme les gens ont l'air de le penser, ils sont plutôt blancs nacrés. C'est le HAC qui est en train de se repolariser. Donc ça prend une couleur un peu comme de l'iridium ou la pierre
opale iridescente. Il y a une pierre précieuse qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au lac dans notre univers, c'est l'opale iridescent. Donc si un jour tu vas sur un site de gémologie, tu regardes opale iridescent, ça te donne la couleur de la nature du lac. Les trous noirs sont pas noirs, sont faits de cette substance. C'est du kaba repolarisé, c'est-à-dire qu'il reprend sa nature initiale. Il reva dans l'antéversus chargé de toutes les Merkaba, etc. etc. C'est ça. C'est encore plus simple que ça. On appelle des vases communicants. Ouais. C'est-à-dire entre le plein et le vide, l'antéversus et l'univers de la plénitude. Nous, on est dans l'univers de la vacuité. L'espace, à moins de 273 degrés, c'est l'espace du vide. Il n'y a rien en fait, dans notre univers. La matière représente, je crois, 4% de la masse totale de l'univers. On est dans du vide, nous. Eh bien, ça s'appelle des vases communicants. C'est encore plus bête que ça en physique basique. On appelle ça des vases communicants. Le plein va vers le vide. Et ensuite, l'énergie fournie par les trous noirs réabsorbe le kaba qui était diffusé dans l'univers, le repolarise, fait du hack. Il se repassera encore par les soleils qui sera distribué dans l'univers. Voilà les lois fondamentales qui font tourner les deux univers, l'antéversus et notre univers de cause à effet. Voilà comment ça fonctionne. Et bien sûr que ça me ferait plaisir de parler avec Jean-Pierre Petit, parce que c'est le monsieur qui s'est le plus approché de la vérité. Il s'est tellement approché de la vérité, Jean-Pierre Petit, qu'il a été banni par le corps des astrophysiciens. La jalousie, la jalousie. Ils ne veulent pas s'envoyer là-dedans, je pense. Il faudrait refaire tous les livres qui ont été édités depuis 30 ans. Alors ça les embête un peu. Puis alors, de dire qu'ils se sont tous trompés, ça leur fait quand même un peu du tort à leur réputation. C'est sûr, et puis s'il y a des prix Nobel là-dedans, c'est sûr qu'il va falloir que... C'est clair. Non, mais dans quelques temps, ils seront obligés de dire la vérité. Ils seront obligés. J'imagine. Alors j'en profite pour dire, je rends hommage à Jean-Pierre Petit qui a trouvé pratiquement 80% de la solution. Ouais. S'il écoute cette vidéo, un jour je vais faire parvenir en MP par Facebook. S'il écoute ça, peut-être que ça l'interpellera et qu'il prendra contact, on ne sait jamais. Ça serait bien pour avancer. Ouais. Et donc, après, je vais lire ce que j'ai marqué pour ne pas oublier. Alors, oui, pour les Merkaba, donc comment ont-elles évolué pendant les milliards d'années? Ça, c'est, voilà, on en a parlé, tout ça. Sont-elles la solution pour évoluer personnellement si on parvient à se syntoniser avec elles? Oui. Alors si on ne se syntonise pas, c'est-à-dire qu'on se contente de suivre le cycle des réincarnations, le processus dure très longtemps. Très longtemps. Ça peut durer des centaines de milliers d'années, ça peut même durer pour certains êtres dans l'univers des millions d'années. Parce que l'univers a tout son temps. Donc c'est des lignées de réincarnation sans fin. Par contre, en syntonisant ta glande pinéale avec ton véhicule céleste, tu peux abréger les réincarnations. Tu peux te rapprocher plus rapidement de la libération, ce que les hindouistes appellent le samsara, la malédiction des réincarnations. C'est un choix, de toute façon il y en a qui préfèrent... Il y en a qui aiment la réincarnation, qui aiment se retrouver encore en vie, la vie biologique, s'il y en a, ça leur plaît. C'est une question de choix. De toutes les manières, même les consciences merkabiques subissent un attachement. Parce que si l'être est devenu conscience merkabique, c'est qu'il a encore un attachement à une certaine forme de vie. Il n'a pas franchi le pas pour aller se dissoudre dans le hack. Donc on peut dire que dans notre univers, les consciences merkabiques sont les plus évoluées de tous les êtres. Mais pas si évolué que ça, parce que l'entrée dans l'antéversus l'aurait encore interdit. Et quand on parle de réincarnation, on dit il est dit qu'on veut se réincarner pour accomplir quelque chose qu'on n'aurait pas... Est-ce que c'est quoi ça? C'est du vent? C'est quoi? On se réincarne parce qu'on se réincarne, point barre, comme tu dis, c'est le cycle comme ça, ou alors il y a un but derrière? Ça fait, je pense, 100 fois ou 150 fois qu'on me pose la question, et c'est toujours pareil, je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi tout ça a été créé. On m'a jamais répondu là-dessus, malgré mes communions merkabiques, malgré mes accès dans l'informatique. On m'a jamais expliqué pourquoi tout ça a été créé. Et surtout, je te l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai pas non plus, on m'a pas expliqué si c'était pour purifier justement la psyché, ou je n'en sais rien. Les taoïstes disent que c'est comme ça, c'est des forces fondamentales qui se sont accouplées, il faut laisser faire le processus. D'autres vont dire oui, c'est voulu, le hack, le Dieu, tout ça c'est voulu. Je n'en sais rien.
comprend bien On qu'on n'est va pas les plus belliqueux de l'univers. Il y a pire. Les gens, j'entends beaucoup sur YouTube ou quand je vais visiter des sites sur Google, les gens ils font des annonces sensationnalistes en disant qu'il y a des Pléiadiens, des Arcturiens qui vont venir nous sauver. C'est faux. Les distances dans l'univers sont infranchissables. L'univers a été créé comme ça. Il y a une barrière qui est le mur de la lumière, 300 000 km/s. Si un jour on s'en approche, tu deviens du photon si ça arrive. Quel est l'intérêt d'envoyer des vaisseaux à la vitesse de la lumière? Ils arriveront à leur destination sous forme photonique. Ouais, Donc, c'est clair. les distances sont infranchissables. Je pense qu'ils en parlent du côté éthérique. Je pense pas Du côté éthérique, ouais. oui, mais tu ne peux rien en ramener. Tu ne peux Ah, pas en ramener de technologie, on ne te filera jamais le dernier gadget. L'éthérique, c'est l'éthérique. Donc tu n'en ramèneras jamais rien. Tu ramèneras de l'émotionnel, de l'instinctif, de la spiritualité, des échanges visuels avec l'être avec qui tu es en communion mercadique, mais tu n'en ramènes rien de tout ce que ces gens sont en train de fantasmer. Ça ne se passe pas comme les gens le pensent dans leur esprit. D'abord, les Arcturiens, les Pléiadiens, tout ça, c'est des constellations, des galaxies qui existent, mais ça a été complètement inventé par le cerveau des terriens, ça. Parce que je te garantis qu'en communion mercabique, s'ils avaient un jour la chance de faire de la supraconscience, ils verraient de suite qu'ils sont en train de raconter des conneries plus grosses que leur cul. Ça n'existe pas, tout ce qu'ils sont en train de raconter. Faites de la supraconscience, descendez votre activité neuroélectrique en dessous de 11 Hz, et vous verrez que tout ça, c'est des balourdises. Il ne faut pas les écouter. Tous ces gourous autoproclamés racontent que de la merde. Il faut arrêter avec les bêtises maintenant. Ouais. Il faut prendre les... Il faut plus de son savoir avec ceux qui savent, quoi. Ceux qui... Ouais, le New Age, parce qu'on appelle ça le New Age maintenant. Les fondements du New Age sont malheureusement la théosophie. La théosophie a infecté le cerveau des Occidentaux. Voilà, Madame Blavatsky, avec ses successeurs, tous plus immondes les uns que les autres. Steiner. Oui, Steiner et tous les autres qui ont suivi derrière, ont infecté le cerveau des Occidentaux. Il n'y a rien de ce qui est marqué dans la théosophie qui existe, et comme le New Age est le rejeton de la théosophie, vous pouvez foutre tout ça à la poubelle. C'est pas comme ça que ça se passe dans l'univers, je vous garantis. Après, tout dépend de ce qu'on appelle New Age. Il y en a qui pensent que c'est autre chose, le New Age. Parce que c'est très galvaudé comme nom, New Age. Le New Age, dès que ça commence à parler de plan causal, plan éthérique, plan bouddhique, tout ça, tu peux tout jeter à la poubelle. Et quand tu vas sur les sites, 99% parlent de ça. Donc c'est des rejetons de la théosophie. C'est une dame qui avait le cerveau malade, Madame Blavatsky. C'est des gens qui ont fantasmé qu'il y avait des êtres magnifiques qui nous avaient précédés, qu'il y avait des êtres magnifiques qui allaient arriver. C'est des fantasmes d'une vieille dame du 19e siècle. Les gens ont sauté à cheval. Alors actuellement, qui c'est qui est friand de ça? C'est tous les gens qui montent des ashrams en Occident. Ils se font pas chier. Tous ceux qui s'autoproclament gourous sur YouTube, ils se font pas chier. Ils vont dans le glossaire de la théosophie et ils recopient ce qui a marqué. Plan causal, plan éthérique, plan bouddhique. Bon, sans y comprendre jamais rien, en expliquant moi j'ai atteint tel plan de conscience, moi j'ai atteint tel degré de conscience. C'est de la merde en sachet, il faut qu'ils arrêtent, ça n'existe pas. Les neurologues, les neurobiologistes l'ont prouvé, il y a une phase hypnagogique, il y a une phase luminique, il y a une phase infrascopique, point. Notre cerveau est configuré comme ça. Il n'y a pas tous ces 7 plans de conscience à la mormoloneux qui sont expliqués par la théosophie et qui ont été repris par le New Age. Ça n'existe pas, que les gens se purifient le cerveau, qu'ils reprennent leurs études ésotériques au tout début, qu'ils achètent les bons livres déjà, parce que les réponses, ils ne les trouveront pas sur YouTube. Les bonnes réponses, elles sont dans le taoïsme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, chez les neurologues, chez les neurobiologistes, chez tout ce que tu veux, sauf dans le New Age. Mais la dernière fois, tu me disais dans une vidéo que les kabbalistes, ils avaient 11 plans de conscience, ou je sais pas quoi, ou de... C'est pas ça, donc Les sphères de conscience. Les sphères de conscience. Mais c'est des kabbalistes, c'est Non, quand même... c'est autre chose, ça. Hein. Là, on parle des plans théosophiques qui n'ont rien à voir avec les sphères de conscience. Non, sphères de conscience, on parle de Hertz. Il y a 11 Hertz à descendre jusqu'à la mort cérébrale. Donc les kabbalistes au Moyen-Âge, sans connaître l'existence des Hertz, ils avaient compris qu'il se passait quelque chose dans le cerveau où tu descendais ton activité neuroélectrique pour monter justement vers ta supraconscience.
Là, on parle pas de plan cosmique ou de plan éthérique ou de quoi que ce soit. On te dit que quand tu arrives à 12 Hz, là, le 11e Hertz que tu passes, là, tu rentres en phase d'accélération luminique. Tu rentres doucement, doucement, de sphère de conscience en sphère de conscience. Tu vas perdre 1 Hertz à chaque fois. Donc tu pars de Malkout qui est à 12 Hz jusqu'à Keter qui est à 1 Hz, aux portes de la mort cérébrale. Et là, tu auras droit à l'émanation de la substance du divin, l'Ein Sof. Mais ça n'a rien à voir avec les plans de la théosophie. Hein. Les gens mélangent tout. D'accord. Ah, on aurait tendance à faire que ce soit un peu. Non, les juifs kabbalistes, ils ont. tout ça, quoi. Ouais, mais c'est un maelstrom là dans le cerveau des gens. Hein. C'est un maelstrom. Les kabbalistes, si tu veux bien connaître le processus cérébral, alors tu prends l'arbre séphirotique, ça s'appelle de Malkout à Keter, tu vas passer par Yesod, Géboura, etc., toutes ces sphères de conscience, ça te décrit la vacuité cérébrale. Donc c'est un bon support pour travailler ta vacuité cérébrale. Voilà, c'est tout. Ensuite, ce qui se passe au niveau psychophysiologique, c'est une phase hypnagogique, de rêve contrôlé, une phase d'accélération luminique, ce que les gens appellent l'astral, entre guillemets, et une phase infrascopique où tu vas rentrer carrément dans l'antéversus. C'est tout. Il n'y a pas cette plante de conscience dans l'univers, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. Tout ce qui sort de la théosophie, vous pouvez le jeter à la poubelle, tout est faux. Ouais. Faux, et ça a été prouvé depuis des années que c'est faux. C'est-à-dire faux, preuve à l'appui. C'est pas faux parce que j'ai décrété que c'est faux. Hein. Ouais, le tout c'est d'aller lire tous les livres. Toi, tu les bouffes comme tu respires, donc c'est sûr. C'est sûr que pas tout le monde a lu tous ces livres, donc il faudrait commencer par lire et ce que là où je peux aider les gens, moi je les aiderai jamais à atteindre la supraconscience. Ça c'est une voie d'autoréalisation, je ne peux pas le faire à leur place. Par contre, je peux moi leur faciliter le travail en les orientant vers les livres adéquats. Je peux te faire une petite liste un jour, on la proposera si tu veux. Ouais. Il y a des livres essentiels. Bon, Nagarjuna, tu le sais qu'il y est, le Tao Te Ching. Il y a quelques livres essentiels. Si tu veux vraiment t'imprégner de supraconscience, je te donnerai les bons livres vers quoi t'orienter. C'est-à-dire, moi, j'ai lu des livres inutiles. Par exemple, quand je me suis intéressé à la théosophie, j'avais une trentaine d'années. À la fin de mes études sur la théosophie, j'ai trouvé que tout ça, j'aurais mieux fait de ne pas l'apprendre, que c'était de la merde. Mon cerveau est configuré d'une certaine manière que ça m'est resté quand même, le savoir, je ne l'ai pas oublié. Alors maintenant, je me sers juste de ce savoir pour dire n'allez pas là-dedans. N'allez pas là-dedans, tout est faux, archi faux. Vous perdez votre temps. Tous ces gens qui rentrent avec des glossaires théosophiques, ils se fourvoient. J'en vois certains même sur YouTube avec qui j'ai conversé il y a 3 ou 4 jours. Carrément. J'en vois sur YouTube carrément. Je suis allé un peu discuter avec eux. Il y a un gars qui est très sympa en plus. J'ai constaté qu'il utilise tout le glossaire théosophique, il ne le savait même pas. Il a lu des livres, des condensés, qui sont eux-mêmes des condensés d'autres condensés. Donc à la fin on arrive à un substrat, c'est informe. Et quand tu lui dis au gars, tu sais là tous les mots que tu emploies, ils sont issus de la théosophie, il ne le sait même pas. Quand il va sur Wikipédia, qu'il va consulter qu'est-ce que c'est la théosophie, il tombe de l'armoire parce qu'il dit putain, c'est tout le lexique que j'utilise. La mouvance New Age est le rejeton de la théosophie. Les gens sont en train de se fourvoyer. Ouais, c'est facile de faire gober n'importe quoi, n'importe qui. Et du moment que tu ignores, tu n'as pas lu les trucs, tu ne t'intéresses pas, tu gobes tout, quoi. Si tu n'as pas un esprit de discernement pour savoir qu'il faut aller chercher, il faut aller lire un tel ou des livres spéciaux qui parlent de ça, dans le Tao Te Ching ou des trucs comme ça, que je vais me faire d'ailleurs. J'ai téléchargé en audio, je vais me le faire. Mais voilà, donc tu vas peut-être dans la théosophie, tu vas écouter des mecs du New Age et tu crois que c'est bien, quoi. Tu sais pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adeptes qui croient dur comme fer à tout ça, quoi, parce qu'ils n'ont rien vu d'autre, quoi. Ils ont pas été aux sources. Non, mais surtout aussi les gens, il faut le dire, ils veulent du prédigéré. Ouais, bah oui, c'est sûr. Quand tu leur dis il y a 20 livres à lire, ils vont préférer lire le livre qui synthétise tout ça. Ouais. Donc forcément, ce livre, s'ils le lisent, ça sera des connaissances très superficielles. C'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir. Donc avec le savoir prédigéré, c'est pas comme ça que tu arrives à faire des vraies disciplines psychophysiologiques. Alors psychophysiologique, c'est juste le tai chi, le yoga, c'est-à-dire des disciplines qui sont pures,
où vraiment on t'apprend à atteindre la vacuité cérébrale, à diminuer ton activité neuroélectrique, pour initier justement une phase hypnagogique, luminique et infrascopique. Le travail il est propre comme ça. Bon, et quand tu as à côté les livres essentiels au niveau philosophique, si tu lis Nagarjuna ou si tu lis le Tao Te Ching, c'est bien entendu beaucoup mieux que si tu vas lire un glossaire théosophique. Oui, j'imagine, c'est clair. En fait, il faut savoir déjà où s'orienter, c'est ça. Toi, tu as commencé par le yoga, donc tu es allé dans tout ce qui découle de ça, quoi. J'imagine. Hein. Ah, j'ai eu des bons professeurs, des bonnes rencontres qui m'ont évité de faire n'importe quoi. Et ouais, c'est ça qui est bien. C'est sûr que si tu commences ton initiation ésotérique simplement en allant consulter YouTube, tu n'y arriveras jamais. C'est ce que j'ai fait, moi, avec mon pauvre cerveau. Je suis allé un peu regarder partout. Et si je te rencontre pas, ben je gobe tout ça, quoi. Je finis par gober tout ça, quoi. Après, moi, j'essaie de corroborer ça avec la physique quantique. Plus ou moins ce que je comprenais, hein, de la mécanique quantique, ça corrobore certains trucs. Alors je me disais, ouais, putain, alors ça c'est. Alors le quantique, c'est pareil. Ouais. Oh, le quantique, c'est tout galvaudé. Non, mais tu vois, tu parles d'intrication, tout ça, ça, je connais les trucs, donc ça me faisait aller dans la bonne direction, je pense. Mais après, c'est sûr que je ne gobais pas tout, quoi. Et heureusement que je te rencontre pour savoir un peu où il faut aller, parce que sinon, j'imagine ceux qui n'ont pas les mecs comme toi à côté, où ils vont, quoi. Comment ils savent. Pour savoir si tu es dans le vrai, les expériences supraconscientes sont décrites. Chez Nagarjuna ou dans le Sutra du Lotus ou le Sutra du Diamant ou chez les Tibétains dans le Vajra, on t'explique qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique et au niveau cérébral. Donc quand tu as les descriptions et que tu vois que ta propre expérience est synchronisée avec les expériences qui se sont passées il y a plusieurs siècles, tu te dis tiens, là moi j'ai réussi à atteindre tel niveau. C'est comme ça que tu arrives à décortiquer le phénomène. Il faut prendre des repères solides. Si tu commences à aller farfouiller YouTube et Internet, la plupart des gens n'y comprennent rien. Donc c'est des gens ignorants qui vont chercher des renseignements auprès de gens encore plus ignorants qu'eux. La supraconscience, c'est une voie d'autoréalisation. Il faut aller acheter les bons livres, il faut se mettre en Padmasana, chercher ta vacuité cérébrale, et en même temps que tu fais tes expériences supraconscientes, tu as les bons livres à côté qui vont un peu te nettoyer le cerveau et te faire aller dans la bonne voie. Les gens, ils veulent pas, ils veulent du prédégiré. Ils veulent des livres, des petites synthèses, ils veulent des petites vidéos de 4-5 minutes à regarder vite fait. C'est pas comme ça qu'ils atteindront un bon niveau, quoi. Après, il y a ceux dont je faisais partie, hein, des gens qui voulaient rien avoir à faire avec la religion, quoi. Parce que ça a tellement été... Ça dépend desquelles de religion. Voilà, après, c'est toujours pareil, que je connaissais rien des religions. Alors je me suis intéressé un peu à l'islam, je me suis intéressé un peu à la chrétienté parce que théoriquement je suis catholique, bien que je ne veux pas en entendre parler. Mais voilà, et donc je me dis, tout ça c'est fatras, quoi. Toutes les religions, j'étais anticlérical un maximum, quoi. Mais après, c'est sûr, quand tu commences à parler des religions taoïstes et tout ça, après, il faut aller creuser là-dedans et si tu t'aperçois qu'avec tes séquences supraconscientes, tout s'imbrique avec ces religions-là. Voilà, tu te dis, ben là, peut-être je reconsidère la question, quoi, au niveau des religions, quoi. Voilà, donc c'est compliqué. C'est pour ça que les gens ne veulent pas peut-être aller chercher, épuiser leur connaissance dans ces religions-là, parce qu'ils ont des a priori peut-être avec les religions. Au niveau du taoïsme, peut-être que certains ont des a priori, mais alors, moi je les rassure de suite, c'est un bloc d'intégrité à l'état pur. C'est pas une religion qui va les fourvoyer, qui va les faire aller n'importe où. Le taoïsme, c'est vraiment, d'abord, c'est même pas une religion, c'est plus une philosophie, parce que ça ne parle pas de Dieu ou de quoi que ce soit, ça te parle plutôt de force fondamentale, de comment elle s'accouple, de comment elle s'équilibre. Ça m'interpelle, ça. Oui, je recommande vivement de s'intéresser à la philosophie taoïste. Les hindouistes, bien que ce soit très imagé, ils ont capté avec Vishnu, Brahma et Shiva, ils ont capté comment fonctionne l'univers. Tu peux t'y retrouver. Alors bien entendu, il ne faut pas tout manger, tout ce que propose l'hindouisme, il y a des choses c'est un peu indigestes, mais si tu vas vers les Upanishads ou la Bhagavad Gita, tu vas t'en tirer aussi bien que quand tu auras lu le Tao Te Ching taoïste ou le Yi King ou le Chuangzi. C'est pareil, dans chaque religion, il faut aller chercher un peu la quintessence. Tu ne peux pas tout manger, sinon tu vas faire une indigestion.
Le bouddhisme aussi, c'est super, c'est des voies d'autoréalisation dans l'Hinayana, c'est comme ça. Le Mahayana aussi très très bien. Après, par exemple, le Vajrayana, il faut en prendre et en laisser. Voilà, si tu fais ton petit marché tout seul, c'est sûr qu'arrivé à 51 ans, moi j'arrive à faire le tri. Il y a des livres que j'ai étudiés, j'aurais mieux fait de m'en passer. Je les ai lus, j'ai perdu mon temps, ça m'a pris quelques jours pour lire le livre, encore quelques jours pour en faire une synthèse, prendre mes notes, et à la fin pour m'apercevoir que c'était de la merde en sachet. Donc j'aurais mieux fait de m'abstenir. Arrivé à 50 ans, je sais vraiment où le vrai savoir se situe. Dans la bibliothèque internationale qui est à notre disposition, dans tous les livres religieux, les livres d'astrophysique, etc. C'est comme, par exemple, chez les chercheurs scientifiques, on a vite fait le tour pour te dire, je ne vais même pas citer les chercheurs étrangers, ni américains, ni russes, quoi. Je vais rester vraiment français. Sur tous les astrophysiciens possibles, imaginables, disponibles en France, il n'y en a que 2 qui m'intéressent. Allez, d'autres un petit peu moins, c'est Philippe Guillemont et Jean-Pierre Petit. Après, bon, M. Luminet aussi, il est intéressant, mais... Garnier-Mallet, non, c'est qui ça? Monsieur Garnier-Mallet, c'est un monsieur qui a une pensée très ésotérique, qui est aussi à la base, qui a des très bonnes connaissances scientifiques, qui dit beaucoup de choses qui sont très vraies, c'est un intuitif. C'est pas quelqu'un qui est allé loin dans les expériences supraconscientes parce qu'il ignore complètement le monde infrascopique, mais il a des bonnes connaissances, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Après, M. Garnier-Mallet, malgré tout le respect que j'ai pour lui, il dit aussi beaucoup de bêtises. Justement parce que l'accès à l'antéversus lui a été refusé. Donc il n'a pas eu, comment tu l'appelles toi, l'accès à l'akashique. Ouais. C'est que dans l'antéversus que tu as l'akashique. Non, c'est pas dans les phases. Dans les phases d'accélération luminique, tu as le droit à la communion mercabique. Tu vas pouvoir, pendant ta phase d'accélération qui va te mener à la vitesse de la lumière, tu vas pouvoir communier avec d'autres méditants supraconscients qui peuvent être issus de notre planète ou de mondes très éloignés de notre système planétaire. Ça, c'est ta phase d'accélération luminique. Les Merkaba là, ont la possibilité de communier. Tu peux les fusionner quelques secondes. C'est pas ça qu'on appelle ce qu'on appelle les annales akashiques, il faut aller dans l'antéversus. Ah non, ça c'est l'antéversus. Quand tu vas dans l'antéversus... J'étais dans l'astral pour aller voir les annales akashiques. Faux. La seule mémoire akashique se situe dans l'antéversus, elle est dans le HAC. Il faut traverser le rideau infrascopique pour y avoir droit. Donc il faut baisser ton activité neuroélectrique. Là on parle de presque la mort cérébrale, c'est entre 1 et 3 Hz. Donc là, non. Enfin, alors par contre, ceux qui font de l'astral, un peu, quelques secondes, parce qu'ils ne tiennent pas plus, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai connu, ceux qui vont dans l'astral, ils croient ramener du savoir, par exemple, lorsqu'ils font une communion merkabique. Ils pensent que lorsque la merkaba de l'autre méditant se rapproche, il y en a qui pensent qu'ils ont fait un contact christique. Ils ont eu carrément qu'ils ont vu le Christ. Il y en a qui pensent qu'ils ont pénétré l'antéversus. Faux, ils ont juste fait une communion merkabique. C'est des gens, la plupart du temps, plus qui n'arriveront jamais à traverser le rideau infrascopique. Jamais. C'est des gens qui se complaisent dans l'astral. Donc c'est gentil de faire une communion merkabique avec un méditant, mais il n'en sait pas plus que lui. La plupart du monde où il vient, c'est pas obligé que tu vas avoir affaire à un astrophysicien. Moi déjà, je n'en suis pas. Comment tu veux qu'on échange de la technologie? Non, tu échanges du spirituel, tu échanges de l'émotionnel, des vues, des odeurs, des visions, tout ce que tu veux, mais tu n'en ramèneras pas la technologie, les gens fantasment. Je le redis encore une fois, le mur de la lumière est infranchissable dans notre univers de cause à effet. Il n'y aura pas de contact ni protonique ni leptonique. La matière, on est constitué de protons et de leptons, c'est intransportable à la vitesse de la lumière. Si tu transportes des passagers dans un véhicule qui va les propulser à la vitesse de la lumière, il arrivera à sa destination sous forme de photons. C'est impossible. Le mur de la lumière est infranchissable. On n'aura jamais de contact avec une civilisation extraterrestre. Oui, mais ça, c'est sûr, ceux qui disent qu'ils ont des contacts avec des extraterrestres, ils ne parlent pas de soucoupe en tôle et boulon. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais ceux-là, ils sont témoins. Je te les sors maintenant. Moi, tous les commentaires que j'ai
sur mon mur. Non, mais il parle de... Ah, ils te disent qu'ils les ont vus dans la salle à manger, la soucoupe elle était garée derrière, ils sont arrivés, ils ont parlé, je vais pas citer les noms parce que je veux faire des ennemis. Alors là, Ah si, ils ont des contacts avec des Pléiadiens, avec des Arthuriens. Oui, mais sur le plan physique. Sur le plan physique, Ah ouais, là, dans ça notre craint. réalité, ces gens sont en train de se ridiculiser. Non, là, ça craint. Là. Je vais pas citer les noms, je vais Je pensais qu'il parlait des Non, éthériques non, et non, qu'ils étaient en Non, supraconscience, non. qu'ils voyaient les éthériques. Non, non, je te le fais dire après, tu vas rigoler. D'accord. Ah, tu vas rigoler. Non, ça, Les gens qui ont les Pléiadiens dans la tête en ce moment, les Arthuriens, etc., ils te disent qu'ils rentrent dans leur salle à manger, qu'ils mangent ensemble et qu'après ils remontent en rangée et qu'ils s'en vont. Non, non, ce sont des fous. Ah ouais, Ça va loin, je te le ferai voir. Dès qu'on a fini de tourner la vidéo. vidéo, je te le fais lire. D'accord. Ah, je pensais qu'ils pensaient qu'ils étaient, qu'ils les voyaient avec leur troisième œil, mais qu'ils communiquaient comme ça, Pas quoi, en du tout. éthérique. Ce sont des contacts physiques. Tous ces gens-là, Ah non, physique, c'est pas possible. Non, Non, c'est pas possible. Il faut leur expliquer que le mur de la lumière est infranchissable. Ça, je Les pensais que leptons et les protons sont Mais ça, intransportables tout à le la monde le sait. Ça. Pas eux. Hein. Mais attention, c'est des mecs qui font des 300 000 vues, 400 000 vues, 500 000 vues. Je vais te les faire voir. Hein. Non, mais ça, on sait très bien qu'on ne peut pas... Ben non, ils le savent pas. Ben, tu leur téléphones et tu leur expliques. D'accord. Moi, je le lis pour quand j'ai envie de rigoler un petit moment, des fois. Je m'amuse à aller lire 2-3 lignes de leur mythomanie. Et ça me fait bien rigoler. Enfin, mes enfants et mes petits-enfants sont 10 fois plus évolués que des gens comme ça. Ils te disent que la soucoupe a atterri, qu'ils se sont vus dans le jardin, où ils les ont invités à rentrer. Et ils ont demandé. Alors, il y en a qui sont bleus, qui font 4 mètres de haut, c'est, je sais pas, les Arthuriens. Oui, ça, je savais, mais je pensais qu'ils Ah non, ils ne parlaient pas de contact éthérique, ce sont d'accord. tous des contacts dans la 3D, ici, et des contacts de chair et d'os. Non, 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 s'ils parlaient de contact éthérique, encore, j'aurais eu un minimum de respect pour eux, parce que je me dirais, je me serais dit, tiens, ils ont fait un petit hypnagogique, et de temps en temps, ils ont fait une incursion dans l'astral, et les communions mercabiques, bon, certains ont peut-être eu la chance d'en faire, faux. Non, non, ils te parlent de contact physique, et je te montrerai les preuves, parce que certains, j'ai parlé avec eux, on a échangé un petit peu, j'ai été obligé de les bloquer, ils m'ont fait peur. Je ne parle pas avec des gens qui disent qu'ils ont invité des Arthuriennes dans leur salle à manger. Non, ça je ne fais pas. Je peux pas perdre mon temps avec des gens comme ça. D'accord, je ne savais pas que c'était physique. Ah, tu verras les commentaires, tu vas rigoler. Ah ouais, d'accord. Bon, alors après... Alors, tu penses que les éveilleurs autoproclamés devraient s'abreuver de lectures plus sérieuses, d'expériences supraconscientes claires, répétées et scientifiques, pour un message exact, démontrable, plutôt que théosophique. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ils devraient reprendre tout à zéro. Non, mais ça les intéresse pas. Voilà, parce que ça les intéresse pas. Ce sont des Et maintenant, ils sont cristallisés, comme tu dis. Ouais, ils se sont auto-persuadés de leur bogard. D'accord. C'est des gens qui ce sont des gourous autoproclamés. Ils gagnent de l'argent parce qu'ils font des vues sur YouTube, ça leur rapporte des sous. Ils font des livres, ils éditent des livres, ça leur rapporte des sous aussi. Il y en a certains même qui arrivent à s'infiltrer, ils font des petites émissions de télévision dans des trucs spécialisés, un peu comme les Bogdanov, etc. C'est de la merde, faut le dire clairement. Ces gens n'ont jamais atteint l'antéversus. Ils n'ont jamais eu accès à quoi que ce soit. Ils n'ont même jamais fait de communion mercadique avec juste un méditant de notre système planétaire. C'est un savoir qui est hors de leur portée. Par contre, ce sont des gens qui ont une grande imagination, qui ont beaucoup puisé de choses dans la théosophie. Donc ça te parle de Lémuriens, d'Hyperboréens, d'Atlante et tout. Voilà, puis ils brodent un peu dessus. Et puis tant que tu dis des mots comme ça, les gens, comme ça fait théosophique, ça fait vrai. Il suffit que tu cites dans un article Atlante, Lémurien, Hyperboréen, Pléiadien, Arthurien, ça fait de suite classe. Tout ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout ça est issu d'un bouillon théosophique du 19e siècle. Tu prends le glossaire, tu vas rigoler quand tu vas voir à quoi tu as affaire. Ça sort de cerveau malade. Enfin, c'est complètement stupide d'aller s'abreuver de toutes ces conneries au 21e siècle. Ouais. Alors que maintenant on a accès au savoir dans sa salle à manger, tu télécharges le Tao Te Ching en PDF, tu vas télécharger tous les livres, la Bhagavad Gita ou les Upanishads, tu fais une petite séance de supraconscience, c'est-à-dire que tu fais descendre ton activité neuroélectrique, vraiment tu fais tout proprement. Dès que tu vas voir s'organiser ton véhicule céleste autour de toi, bien sûr que tu vas faire une phase d'accélération luminique, tu auras peut-être la chance de faire une communion mercadique, tu auras peut-être la chance aussi de traverser le rideau infrascopique, et tu vas voir que la vraie... Ça s'appelle Mahat.
la vraie réalité ultime, Maat, les Égyptiens anciens l'appelaient Maat, la vérité, tu verras que ça n'a rien à voir avec toute la bouillie théosophique qu'on te sert avec le nouveau label New Age. C'est de la merde. Voilà, puis je le répéterai jamais assez. Putain, alors, c'est compliqué tout ça. Non, c'est pas compliqué. Dès que tu vois marquer des choses comme plan bouddhique, plan éthérique, plan machin, déjà le mot éther n'existe pas. L'éther, c'est une invention aussi, ça théosophique. On parle de force fondamentale, tu peux parler de polarisation, de dépolarisation, tu peux utiliser des mots même intrication. Tu peux te constituer un glossaire, mais comment dire, un réel. Dès que tu vois dès que tu vois marqué Atlante, hyperboréen, lémurien, fous à la poubelle. Donc il y a quelqu'un qui parlait d'un Canadien là. Allez voir une vidéo d'un Canadien du Canada, je sais pas quoi. Je Je me rappelle te pas. rappelle pas. Non. De Montréal. Ah, Bernard de Montréal. Bernard Montréal. Voilà. Alors attention à ce monsieur, moi je le connais pas, j'ai même pas lu ce qu'il fait. Les connaissances que j'en ai, c'est par rapport à ce qu'on m'en a expliqué. On m'a dit que c'est un gars qui est passé par une école de yoga, que voilà, j'ai parlé par exemple hier avec une dame, on a eu un commentaire, c'est pareil, elle a l'air assez imbibée de théosophie, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Puis elle me cite aussi Bernard de Montréal. Je vais pas dire du mal ou je vais pas dire du bien, je connais pas assez. Par contre, quand j'ai entendu parler que ça parlait de temps en temps aussi de lémuriens, d'hyperboréens et d'Atlante, donc pour moi c'est à prendre avec des pincettes. Par contre, que ce monsieur sorte d'une école de yoga, je pense qu'il a eu accès aux phases d'accélération luminique. Je pense surtout qu'à un moment donné, il s'est perdu en cours de route. Voilà, qu'il a mélangé un peu l'hypnagogie avec le luminique et qu'à un moment donné, il a plus su faire le tri dans sa tête. Et c'est devenu aussi une bouillaque immangeable, je pense. Parce que moi, dès que je vois des mots comme hyperboréen, atlante, arthurien, j'ai un mouvement de recul. Il y en a qui parlent aussi, putain, ça c'est bizarre, je rigole pas, mais à ce point-là, ils parlent de la terre creuse et des gens qui vivraient sous terre. L'Agartha, alors ça c'est pareil, c'est un livre théosophique qui est sorti au 19e siècle, qui parlait du vril. Le vril, c'était une autre manière de parler du hack. Alors c'est des gens qu'à la base, quelques-uns avaient une petite connaissance supraconsciente. Pas assez évoluée pour bien expliquer la vérité, mais juste assez pour créer des fantasmes. Donc le hack, ils l'ont appelé le vril à l'époque. Et puis ils ont dit qu'il y avait une civilisation qui était sous terre, qui vivait dans l'Agartha, qui savait manipuler le vril, cette énergie, cette force vive. C'était un livre à l'époque de science-fiction, c'était un livre qui avait été vendu à 300 ou 400 000 exemplaires au 19e siècle, ça avait été un succès. Et c'est aussi une des bases du fondement du nazisme, parce que le vril a été repris par les nazis. Cette espèce de force sous-jacente qu'on doit contrôler. Bon, ils n'ont pas compris que c'était le cabas, que c'était du hack dépolarisé. Ils n'ont pas compris comment fonctionne l'antéversus avec notre univers de cause à effet. Ils ont fait une bouillie immonde. Puis ils ont dit que ces gens très évolués, ben finalement, ils ne sont pas si loin que ça, ils vivent sous la terre. C'est faux. Tout est archi faux. Tout ce qui sort de la théosophie est faux. L'Agartha est aussi faux que le reste. Ouais, je me doute. Hein. Après, il y a aussi Angie Vaudan qui parle de Shambhala, la cité Shambhala. À Shambhala, c'est au Tibet. Ouais. C'est pareil. C'est l'entrée de l'Agartha. C'est des gens qui ont mélangé l'hindouisme, le bouddhisme, le Vajra, qui ont mélangé, même avec du Tsuk, du Pun, c'est-à-dire des disciplines qui datent de avant Bouddha. C'était des disciplines chamaniques. Ils ont fait un émolio ésotérique. Et puis, comme la plupart ne dépassent jamais la phase hypnagogique, se complaisent dans des chimères qu'ils ont eux-mêmes créées, c'est ça. des réminiscences avec d'autres Merkabah qui leur font entrevoir quelques vérités. Donc on va dire qu'ils ont un demi-savoir fait de vérités mal comprises et de fantasmes de leurs propres chimères qu'ils ont inventés. Tu ne peux pas, à ce niveau-là, être convaincant avec les gens parce que tout ce que tu leur reprendras sera à moitié faux. Donc il vaut mieux s'abstenir à ce niveau-là. Moi, dès que j'entends parler de Shambhala, d'Agartha, de machines comme ça, je fais un mouvement de recul. Tous ces gens n'ont pas compris que si ils vont dans une bonne bibliothèque, ils demandent qu'est-ce que c'est les livres édités par les théosophes à l'époque. Donc tout ce qui parlait de l'Agartha, de Shambhala, du vril, des plans éthériques, bouddhiques, cosmiques, etc. Ils vont récupérer les vrais livres originaux, ils vont voir que c'était tout simplement des livres qui étaient édités chez des libraires de science-fiction.
C'était des gens, c'était des fictions, c'était destiné à toucher un public qui était friand de romans d'anticipation, point à la ligne. Au fil des années, après, ça a été repris par des gens, des pseudo-gourous, en essayant d'apporter de la véracité à des livres de fiction. Il faut jeter tout ça à la poubelle. Les nazis sont passés par là en plus. Le nazisme, on voit qu'est-ce que ça a donné, quoi. Je veux dire, on ne peut pas prendre d'argent comptant la théosophie. C'est des gens qui ont infecté le cerveau des Allemands entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ils ont infecté le cerveau des Allemands. Regarde où ça a mené la planète. Quand tu vois des mots comme ça, Shambhala, Agartha, Lémurien, Hyperboréen, tu prends, tu fous à la poubelle. Bah oui, quand tu vois marqué dans des livres, quand tu vois marqué des livres intrication, quand tu vois marqué phase d'accélération luminique, quand tu vois marqué infrascopique, bien qu'infrascopique c'est moi qui l'utilise, c'est un néologisme. Mais enfin, intuitivement, quand tu prends une voix supraconsciente, tu arrives à faire le tri. Tu le sais, tu arrives à faire le tri, il ne faut quand même pas être con. J'avais 30 ans, c'est simple, les gens n'essaient jamais de remonter à la source. J'avais 30 ans, j'ai commencé à lire des livres sur la théosophie. C'était des synthèses. Puis après, je me suis dit, tiens, ils sont en train de parler d'un livre, ça s'appelle L'Agartha ou le Vril ou quoi. Je me suis dit, est-ce que je peux le trouver? Je suis allé dans une librairie qui s'appelle La Renaissance à Toulon. C'est-à-dire, à Charlemagne, ils n'en avaient pas, même sur commande. Je suis allé à La Renaissance, qui était, je ne sais plus où ils ont changé de place. À l'époque, ils étaient à la place de la Liberté. Une petite librairie. Je les ai commandés, je les ai reçus, c'était des rééditions. Bon, bref, je l'ai lu, là, je me suis dit, mon Dieu, c'est ça la vérité. Ce sont des romans d'anticipation du 19e siècle. Nous, on en avait un bon écrivain qui s'appelait Barjavel, qui faisait le même type de livre. C'est comme si maintenant on prenait Barjavel, argent comptant, sur ses voyages, ses machins, dans les mondes habités. Il faut être con pour essayer de bâtir un vrai savoir sur des romans d'anticipation. Il faut être con comme une enclume. Et oui, parce que toi, tu as toutes tes sources déjà. Donc voilà, après, tu vois déjà. D'entrée de jeu, tu vois ce qu'il faut, voilà, puisque tu as la source et tu as appris par les savoirs. Ils ne veulent pas se faire chier, les gens. Voilà, ils ne veulent pas se faire chier. Si tu leur dis, il y a un livre le Tao Te Ching, par exemple, fait 80 ou 83 pages, parce qu'il y a 81 sentences. C'est bref, c'est quelques paragraphes par page. Quand tu leur dis, voilà, c'est un livre, tu vas mettre peut-être 3-4 jours à le lire. En 3-4 soirées, tu vas le lire, il est très fin. Par contre, tu vas mettre ta vie à le comprendre. Tu vas le lire vite, mais pour le comprendre, tu vas avoir besoin de toute ta vie. Ah, ça les fait chier déjà. Quand tu leur dis ça, tu dis quoi? Pendant 3 soirs, il va falloir que je lise un livre? Je leur dis, mais 3 soirs, c'est rien, c'est un petit livre. Ah non, il y a tout sur YouTube. Il y a tout sur Internet. Eh non, justement, il n'y a pas tout. Si tu restes dans ce chemin, tu ne vas jamais rien apprendre de ta vie. Parce que si tu te décourages avec le Tao Te Ching qui a 83 pages, qu'est-ce que ça va être sur les Upanishads, ou sur les Sutras, ou sur la Bhagavad, ou sur des choses déjà qui sont beaucoup plus denses? Tu vas te décourager parce qu'on va te dire il y a 20 volumes à lire. Ah, c'est clair. Ah, mais c'est sûr que enfin, moi c'est pour ça que j'essaie de les avoir en... Je savais pas qu'il faisait 80 pages. 80 pages, je lis, il n'y a pas de souci, mais j'aime pas lire, j'ai des problèmes de vue et tout. C'est comme ça, c'est un tout petit livre, Tao Te Ching qui a marqué. Là-dessus, c'est fait comme ça. C'est 80 ou 81 sentences. Mais on les a en livre audio sur YouTube. Ouais, mais tu te fais même pas chier, tu les télécharges en PDF et les 80 sentences, les 80 sentences, je les lis comme ça, petit à petit. Mais moi j'aime bien le MP3. Sur les 81, il y en a 61 qui concernent notre univers de cause à effet, et il y en a 20 dites les sentences ésotériques concernent l'antéversus. Je te les entourerai. Je me le faire, je te les entourerai. Je me le faire. On les appelle les sentences mystiques. J'ai été agréablement surpris de savoir que, parce que moi tout est parti de là, de pouvoir de l'intention de Wayne Dyer il y a quelques années, j'ai écouté ça en livre audio et ça m'a... Alors je t'explique, le pouvoir de l'intention, chez les taoïstes, ça s'appelle Jing. Ouais. C'est de là que tout part. D'ailleurs, l'univers est créé d'une intention, c'est-à-dire cette fracture. C'est ce qu'il dit Wayne Dyer d'ailleurs. Ouais, mais c'est qu'il a une pensée taoïste alors. Ouais, c'est pour ça. Et quand j'ai vu il racontait le Tao Te Ching, je me suis dit, c'est Wayne Dyer qui dit ça. Je le savais quand je me suis dit, bon, il était alors taoïste. Il était taoïste. Parce que l'intention, c'est le Jing. Ouais, c'est le Jing. Tous les gens de toute façon qui ont une base taoïste sont bons.
D'ailleurs, beaucoup d'astrophysiciens, si tu leur demandes vers où leur spiritualité ou leur sensibilité, vers où ça les oriente, on va dire 8 sur 10 ils vont vers le Tao. C'est parce qu'ils se disent, tiens, il y a 5000 ans, ces gens ont compris comment ça fonctionne, l'univers et l'antéversus, la matière, l'antimatière, la bipolarisation, enfin c'est des gens, les taoïstes, ils ont tout compris. Non, je vais me le faire, hein, c'est ça. Le Yiking aussi c'est bien, il est en complément du Tao Te Ching. Le Yiking c'est vraiment, s'il y a 2 livres, ils sont à étudier vraiment en parallèle parce qu'ils sont intimement liés. C'est le Tao Te Ching, Lao Tzu, et le Yiking. Le Yiking c'est plusieurs auteurs, dont d'ailleurs Confucius. Tu verras, un ne va pas sans l'autre. Bien, bien, bien. D'ailleurs le Yiking il est considéré comme le plus vieux recueil de l'humanité, il a 5000 et quelques années. À la base, les idéogrammes étaient gravés sur des os scapulaires, sur des omoplates de bœuf. Donc les plus anciennes plaquettes scapulaires qui sont détenues à Pékin, dans un musée, elles ont 5400 ou 5300 ans. C'est le plus vieux recueil de l'humanité, le Yiking. Je te le conseille, c'est un complément du Tao Te Je vais Ching. le faire petit à petit. Hein. Moi, je ne vais pas compulser comme toi, mais je vais me les faire petit à petit. Mais si tu rentres dedans et si ça te plaît, tu t'en sortiras plus. C'est ça le problème. Le Tao Te Ching, c'est un tout petit livre, mais tu es toujours en train d'y revenir dessus pour essayer de comprendre quelque chose. Chaque phrase a sa signification. Déjà, ça me plaît. Déjà, c'est une direction qui me plaît. Je te dis, depuis Wendayer, s'il parle de ça, ça m'interpelle. Alors, Tao Te Ching, qu'est-ce que ça veut dire? King, c'est livre. Le Tao, c'est l'antéversus. Et le T, c'est le hack. Le T, c'est le livre de la force émanante de l'antéversus. Peu de gens savent le traduire. Oui, d'accord. Nous, la Merkaba, on parlait de Merkaba, tout ça, j'imagine. Bien sûr, eux, ils appellent Tianlong, le chariot céleste. Voilà, pour un taoïste, le mot Merkaba, véhicule céleste, eux, ils disent Tianlong, dragon céleste. Pour eux, ça ressemble beaucoup plus à un dragon qu'à un chariot. Alors, messieurs, dames, on vous dit au revoir. J'espère que cette vidéo vous a encore intéressé. On pense que ça vous intéresse, vu les vues qui se comptabilisent au fur et à mesure. Ça va vite, c'est bien. À la prochaine, messieurs, dames.